Notre premier invité, Pierre Cohen, maire de Toulouse. Merci, Monsieur Cohen, d'avoir répondu à notre invitation. On rappelle, et vous l'avez souvent redit, c'est pour ça qu'on se fait un plaisir de le remémorer, vous avez commencé votre campagne municipale sur Radio Colavive, et donc on a tenu à ce que vous soyez notre premier invité. Vous allez être interrogé par Thomas Simonian pour le Journal Toulousain et Marc Stulman pour Radio Colavive autour de 3 thèmes, les transports, la sécurité et la campagne municipale. Est-ce que, à 10 mois des élections municipales, vous vous considérez à l'heure du bilan? Alors d'abord, bonjour. Bonjour. Et merci pour votre invitation. Le bilan, nous le faisons régulièrement, puisque chaque année, on faisait un bilan annuel. À mi-mandat, on a fait un bilan. Aujourd'hui, et en janvier, j'avais prévu que les 6 premiers mois de l'année étaient réellement une volonté d'expliquer. Alors expliquer, c'est pas simplement dire un bilan, on a fait ci, on a fait ça, c'est parce que nous pensons qu'il y a 5 ans, on avait un projet, un programme, et on avait du sens pour l'avenir de Toulouse, de la métropole et de ses habitants. Et évidemment, nous sommes convaincus, en tout cas je suis convaincu, on aura l'occasion d'en parler, c'est que depuis 5 ans, non seulement le sens qu'on a voulu donner nous semble être ce qu'il faudrait et ce qu'il faut mettre en perspective pour Toulouse, mais en plus il y a une crise, je dirais, de société qui met en valeur encore plus les différents enjeux, les différents défis, et donc expliquer aujourd'hui pourquoi une mobilité, pourquoi un partage d'espace public, pourquoi une responsabilité d'une agglomération de devenir un vrai lieu d'accueil pour tous les habitants par rapport à ce qui fait qu'un schéma de cohérence territoriale n'accepte plus de construire au fil de l'eau. Et c'est aussi les valeurs comme transition énergétique, lutte contre les discriminations. Donc aujourd'hui, ces défis nécessitent à la fois de comprendre ce qui est de la responsabilité des élus locaux, de plus en plus, et en particulier dans cette période de réforme des collectivités territoriales, en quoi Toulouse peut jouer un rôle particulier parce qu'elle a la prétention d'être une métropole. Alors de suite, on va aborder le premier thème qui est les transports, qui est un sujet vital dans une ville de 445 000 habitants. Et ma première question, finalement, ça va être la plus évidente. Quelles sont vos lignes directrices dans votre politique des transports? Alors, il y en a plusieurs. La première, c'est ce que nous avons trouvé il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il y avait une stratégie qui était entièrement calée sur des lignes structurantes, en particulier 2 lignes de métro qui ont mis 30 ans pour se construire, qui sont, je dirais, une véritable offre de transport de très grande qualité, mais avec quelques difficultés, c'est-à-dire très longtemps pour les construire, très très cher, et avec un contexte de structuration qui a amené le Conseil général à partir et donc à donner à la communauté d'agglomération de l'époque l'entière responsabilité à la fois du fonctionnement et aussi des investissements. Et je rappelle que nous avons trouvé 1,4 milliard d'emprunts non payés, donc avec cette charge, et un doublement du budget de fonctionnement, puisque le Conseil général était parti alors qu'il participait à égalité avec la communauté d'agglomération à hauteur de 32 millions. Première chose, donc, redonner confiance, que ce soit à la Banque européenne, à tous ceux qui accompagnent une collectivité où il y a besoin d'emprunts énormes. Donc, évidemment, d'abord par rapport au remboursement, mais aussi par rapport au fait qu'on voulait faire un plan de déplacement urbain qui nécessite, évidemment, des développements et donc des coûts et donc des emprunts. Première chose, nous l'avons réussi. Nous l'avons réussi avec la création de la communauté urbaine, avec la volonté de la ville de Toulouse, c'est-à-dire que là, nous avons eu à Toulouse une majorité qui a souhaité financer sur la base de ce que, dans le débat avec mon opposition, on appelle une épargne, peut-être, mais avec la possibilité pour la ville de Toulouse, alors qu'elle n'était pas obligée de participer. Et avec la mobilisation de tous les maires de l'agglomération, de la communauté d'agglomération qui en un an est devenue une communauté urbaine, de dynamiser, de positionner pratiquement 80% de son nouveau budget, de tout le supplément, à la disposition du transport. Ce qui fait que nous avons très vite réussi à être crédibles, à rassurer en équilibrant les budgets entre la ville de Toulouse, la communauté urbaine et le SMTC. Le deuxième, c'est quel est l'enjeu, le défi du déplacement et de la mobilité dans notre ville et dans notre agglomération. Eh bien, là aussi, c'est qu'il nous a semblé important de changer, de faire évoluer la stratégie. La stratégie, elle était essentiellement sur des lignes structurantes, les 2 lignes de métro et
dans ce que l'on entendait depuis des années, qu'elle soit celle de mon opposant, mais aussi même, puisqu'il faut savoir que le SMTC a été, présidé aussi par le Conseil général qui est à majorité socialiste, et où l'avenir devait se compléter par 2 lignes de tram structurantes. Ce qui nous a semblé important, et qui est, je dirais, un peu la façon dont la plupart des villes évolue et règle, ou en tout cas essaie de régler le défi de la mobilité, eh bien, c'est de dire qu'il faut un maillage. On ne peut plus se contenter d'une ligne structurante. Une ligne structurante, il suffit de le voir quand vous habitez à côté d'une station de métro et que vous allez quelque part qui n'est pas loin d'une station de métro, eh bien, vous le prenez. Et vous le prenez quel que soit le niveau social. C'est-à-dire que c'est pas un problème de moyens. Par contre, dès que vous êtes obligé de faire quelque chose de plus ou de vous déplacer un peu ailleurs, eh bien, on prend la voiture. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on veut préparer la mobilité et faire que la voiture n'est pas obligatoire dans notre agglomération, c'est de se faire ce qu'on a appelé un maillage. Alors le maillage, c'est quoi? Eh bien, garder les lignes radiales, c'est-à-dire faire que toujours, comme c'est le cas, on vient de Blagnac, on fera une ligne qui viendra de Saint-Orens, on fait une ligne qui fait évidemment beaucoup couler d'encre, mais qui est nécessaire de Plaisance et de Tournefeuille. On va en reparler. Oui, bien sûr, mais avec grand plaisir. Et donc, toutes ces lignes restent radiales, mais le problème, au lieu de devenir des lignes qui se connectent, eh bien, tout cela rentre dans la ville en faisant un maillage, en passant en particulier avec le débat que nous avons et je dirais le schéma que nous propose M. Bousquet pour faire que on puisse évidemment d'aller d'un endroit de la périphérie à un endroit de la périphérie sans passer obligatoirement par Jean Jaurès. Voilà donc le troisième, juste, c'est aussi quand même de faire réparer des grands oublis. Quand, par exemple, on s'aperçoit aujourd'hui qu'en 2020, on risque d'avoir, ou en tout cas on se bat pour avoir la LGV à la gare Matabio, et que dans le plan qui était prévu, il n'y a pas de transport en commun structurant entre la gare Matabio et l'aéroport, eh bien, je pense que quand vous le dites ça à, je sais pas, à 500 km, à 1000 km de Toulouse, eh bien, tout le monde se demande comment c'est possible. Alors justement, monsieur le maire, on va rentrer dans le détail. Vous y faisiez allusion, la fameuse ligne BHNS. Donc pour les auditeurs et les téléspectateurs, c'est le bus à haut niveau de service. Cette ligne, donc qui va relier donc le centre-ville Saint-Cyprien à Plaisance-du-Touche, fait scandale, en tous les cas fait polémique dans un seul quartier, on va dire, qui est celui de l'Ardenne. Vous avez fait une réunion publique au Zénith, où vous vous êtes confronté directement à vos contradicteurs. Aujourd'hui, où on en est? Qu'est-ce qui va se passer sur cette ligne? Alors, d'abord, je voudrais profiter du BHNS pour dire que il y a 5 ans, on était dans une logique où les axes, ce qu'on appelle les sites propres, c'est-à-dire mettre du transport en commun dans un endroit qui n'est jamais arrêté par la circulation. Et ça, c'est fondamental, parce que c'est ce qui amène la régularité et le confort d'un transport en commun. On sait qu'un bus, un tram ou un métro passe à telle heure, et on sait qu'on arrivera à telle heure. Donc, on se structure par rapport à ça. Deuxièmement, le BHNS, c'est quelque chose qui est sorti dans des villes comme Nantes ou autres. On s'est aperçu que si on voulait vraiment organiser un maillage sur l'ensemble de l'agglomération, qui est une très grande agglomération, la ville de Toulouse est une des plus grandes villes en superficie de France. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir aussi d'avoir un peu de retard par rapport à cet énorme territoire à couvrir. Donc, on a pensé, avec les problèmes d'1,4 milliard de dettes et autant à dépenser pour les 10 ans qui viennent, eh bien, c'est de prendre un système qui est quand même beaucoup moins cher. Il faut savoir qu'un tram, c'est déjà 3 fois moins cher qu'un métro et qu'un BHNS, c'est 2 à 3 fois moins cher qu'un tram. Donc, vous voyez, entre le BHNS et le métro. Pour répondre à votre question, nous avons gardé une radiale qui est nécessaire. Aujourd'hui, il faut savoir que si on est, je dirais, dans l'abandon de cette ligne, ça veut dire que un secteur comme Tournefeuille, Plaisance, qui est le secteur qui a le plus progressé en habitants ces 15 dernières années. Je me rappelle, en 90, Tournefeuille, il y avait moins d'habitants que Ramonville. Maintenant, il y en a 3 fois plus. Enfin, presque 3 fois plus. Ce qui veut dire que vous avez un bassin de personnes, de 70 000 personnes, qui a besoin d'être irrigué dans le réseau des transports en commun. Donc, ce qui fait que nous avons présenté un bus à haut niveau de service qui nous semble
d'être une bonne réponse à cette notion de, je dirais, de maillage sur ce territoire. Alors c'est vrai que ça passe dans un endroit où il y a eu un certain nombre d'incompréhensions, des incompréhensions qui peut-être peuvent venir de nous, et on l'a expliqué. Si à un moment dans les scénarios, il y en avait un qui apparaissait catastrophique parce que on parlait de 2 lignes de bus, on parlait peut-être même de sens interdit, ce qui est, je dirais, d'une manière générale, quand vous partez sans avis a priori, ça veut dire que vous mettez sur la table je dirais, du plus jusqu'au moins. Bon, donc très vite, on a changé. Alors, certains ont fait semblant de ne pas entendre, puisqu'on parle encore de couper d'arbres, on parle encore de choses qui ne sont plus dans les suggestions que nous faisons. Et donc, il est évident qu'à cet endroit-là, il nous semble qu'on ne peut pas entendre ce que disent certains. C'est-à-dire que, et on va en discuter avec eux pour leur prouver, c'est que aujourd'hui, eh bien, le décrocher pour passer par ailleurs, pour ne pas passer à cet endroit-là, eh bien, c'est évidemment retardé. Retardé, ça veut dire manquer de crédit pour un bassin de 70 000 personnes. Alors, donc là, nous sommes dans une discussion, nous voulons créer des ateliers. Il y a des personnes qui sont, je dirais, très très remontées. Je l'ai évidemment entendu. Il y a des gens qui ont la légitimité. Je vais vous donner, je dirais, des arguments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un fort, je dirais, une population qui est toujours très, 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 et légitimement craintive d'une modification. Ce sont les commerces. Parce que les commerces, c'est vrai qu'il n'y a pas que le problème de l'avenir. Parce que le problème de l'avenir, on arrive à montrer que après c'est toujours nettement mieux, et que partout, enfin en tout cas tout ce que je connais comme projet, c'est que les commerçants sont ravis. Moi, là, on est en train d'ouvrir à Ramonville. Je peux vous dire que les commerçants que j'ai bien connus à l'époque et qui étaient assez hostiles sont enchanté de la façon dont les choses sont en train d'évoluer. Par contre, je comprends qu'il y a toute la crainte de la période de chantier. Et là-dessus, il faut apporter des garanties, il faut travailler, il faut donner, il faut s'améliorer nous aussi, puisque je crois que à Avenue Muret ou autre, on a montré quand même que parfois il fallait un peu plus de médiation, il fallait un peu plus d'attention par rapport à un moment où on ferme les accessibilités. Mais aujourd'hui, nous sommes, porte ouverte pour discuter, pour créer des ateliers, pour rentrer dans le détail, pour prouver que ces choix que nous avons faits, ce sont des choix qui vont dans le sens de l'intérêt général. Alors, puisqu'on est toujours dans les critiques, parlons du tramway. Là, l'opposition, par contre, vous accuse d'une ligne inutile. Oui. Quand on parle du tram Garonne. Pardon. Alors, ça, c'est le point essentiel. Parce que, et c'est là, quand je parle d'explication, c'est là où un grand nombre de gens qui sont très éloignés des préoccupations de ce qu'est une ville et de la façon dont on prend une responsabilité du devenir de la ville. Parce que ce que l'on fait maintenant, c'est ce qui va être déterminant dans les 20 ou 30 prochaines années. Donc aujourd'hui, ne pas comprendre les dysfonctionnements de la ville, ou en tout cas ne pas les voir, et rester dans une sorte de logique, de continuité, est une parfaite erreur. Et même, je dirais, extrêmement grave. On peut en parler parce que la ville, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. La loi qui va être votée reconnaît le fait urbain. Enfin, ça fait des années que je demande à ce que le fait urbain soit reconnu parce que les gens choisissent de venir en ville. Après, eh bien, ils le subissent. Et il y a beaucoup de gens qui la vivent difficilement. Donc ça veut dire que la ville n'engendre pas obligatoirement de l'égalité, de l'épanouissement pour tout le monde. Donc on a à se pencher. Pourquoi ? Le problème de la mobilité, c'est que oui, nous avons changé la stratégie qui consistait à mettre une ligne de tram qui devait aller à Saint-Orens. Et donc qui passait dans un endroit extrêmement sympathique, mais il avait deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que quand il croisait la ligne B, il passait au milieu de deux stations. La station Sainte-Agne et la station de Marcel-Angers. Donc, il faut savoir donc qu'il n'y avait même pas de quai à quai. C'est-à-dire que vous faisiez passer une ligne structurante qui n'était même pas connectée au métro. Donc, premier point. Deuxièmement, ça reprend la notion de maillage, c'est que revenir dans la ville, d'abord, c'est rappeler qu'aujourd'hui, le partage de l'espace public dans le centre-ville est quelque chose de compliqué, mais avec Bousquet, on le mène, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, ça a amené un certain nombre, je dirais, d'oppositions, de principes,
Parce que l'idée, c'est que, oui, demain, le plan de déplacement urbain, qui ne le permettait pas jusqu'à maintenant, va amener cette ligne de tram le long du canal jusqu'à la gare Matabio et peut-être même faire le tour dans la boucle. Ce qui veut dire que vous avez à travers ce projet qui est essentiel, c'est pas que quelques kilomètres, il est essentiel parce qu'il permet de... C'est ce que vous dit pourtant l'opposition. Oui, je sais, mais oui. 3,3 kilomètres. Oui, mais parce que je pense... Et c'est là la différence, et ça sera la campagne électorale. C'est quel est le sens de la ville de demain. Et je pense que nous avons su donner. Alors, on peut ne pas être d'accord, mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que si on prolongeait cette ligne de tram, ça veut dire que d'abord, mes prédécesseurs n'avaient pas prévu de ligne de tram pour aller à l'aéroport, ce qui est quand même assez grave. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on a créé, que le PDU nous permettait et qu'on a créé, c'est que à quelques centaines de mètres des Carmes, vous allez avoir une station qui permettra d'aller à l'aéroport et d'aller irriguer un bassin d'emploi et un bassin de vie. Et donc, après, le prolonger le long du canal. Donc, c'est vraiment essentiel et j'espère qu'on aura un vrai débat là-dessus et pas simplement du mépris. Voilà. Marc, tu m'as une dernière question sur les transports. Alors moi, je vais essayer une question de synthèse. Elle est volontairement provocatrice, je préfère vous prévenir. Est-ce que dans l'opposition finalement entre la CU et la ville de Toulouse, entre vos deux casquettes, vous n'êtes pas en train de construire la communauté urbaine de Toulouse contre les Toulousains? Non. Alors, c'est pas provocateur. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat et vous savez, ce débat, il va être, et je l'ai depuis plusieurs années, à l'époque où l'opposition de maintenant, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, a fait la réforme des collectivités territoriales. Et dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque la commission Balladur, il y avait des vraies suggestions de ce que devaient être les métropoles. Et évidemment, dans le climat, je dirais peut-être fortement rural de notre pays, on a eu un recul qui a amené les métropoles qui sont absolument rien en termes de sens, c'était deux compétences, le transport scolaire et les voiries départementales. Donc ça veut dire que par rapport aux défis de ce que peuvent être les métropoles, nous avons là maintenant un vrai débat. Et au contraire, je considère que aujourd'hui, la ville de Toulouse, elle a réussi à faire qu'elle ait la vraie dynamique sur l'ensemble du territoire. C'est quelque chose qui n'est pas simplement parce qu'on le caractérise comme étant un clivage entre je dirais l'ensemble de la périphérie de Toulouse ou de son département qui était socialiste et avant avec je dirais quelqu'un qui était de droite et c'était des oppositions je dirais caricaturales. C'est pas vrai. D'abord parce que il y a eu des convergences sur le transport et j'ai amené un certain nombre de je dirais de différenciations. Et deuxièmement, aujourd'hui la métropole, elle a besoin d'être je dirais le moteur de la région, du département. Il y a des gens qui ne sont pas trompés là-dessus. Alors, pour revenir par rapport aux Toulousains, et après je montrerai quel est l'intérêt de ces métropoles et la reconnaissance d'autres, qui eux ont reconnu en particulier les villes moyennes de la région Midi-Pyrénées. Bien, les Toulousains, aujourd'hui, ils sont dans une logique où les enjeux pour eux, ils sont simples. Ils ne sont pas de s'enfermer sur leur territoire. C'est quoi ? C'est d'abord que ce territoire il soit réellement en capacité d'accueillir des gens qui viennent. Ça ne peut plus se faire avec Toulouse seul, et puis les autres qui ont, je dirais, un certain nombre de développements qui ne soient pas en harmonie avec la ville de Toulouse. Je pense au problème du logement social, je pense au fait que le fait urbain aujourd'hui nécessite de réfléchir dans un équilibre de densité mais aussi de qualité de vie. Donc il n'y a pas de raison, c'est pas simplement la ville de Toulouse qui doit avoir cette responsabilité. Sur l'emploi, c'est pareil. Comment voulez-vous ? On ne peut pas rester comme il y a 30 ans où l'entente entre Colomiers, Blagnac et Toulouse faisait l'avenir de l'aéronautique. C'est aujourd'hui avec Toulouse Montaudoin Aerospace, c'est avec toutes les villes, c'est de se dire les pôles qui sont, je dirais, porteurs et qui portent l'agglomération, mais aussi l'enjeu de l'avenir avec les filières émergentes. Et les filières émergentes, c'est aussi la transition énergétique, c'est aussi l'autonomie et le maintien à domicile, toutes ces filières économiques qui font le devenir de notre société. Et ça, c'est pas, je dirais, les Toulousains contre les autres ou les autres contre les Toulousains. Et enfin, le dernier point, je l'ai parlé pour le transport, j'ai montré tout à l'heure qu'on était tous concernés. Imaginez aujourd'hui si on disait les Toulousains s'opposent, un petit quartier le fait, mais s'oppose au fait qu'un bassin de 70 000 personnes n'a pas le droit de venir dans le maillage de la mobilité. Et on peut prendre comme ça énormément de sujets. Et le dernier point pour démontrer qu'on le reconnaît,
c'est que il faut savoir que les villes les villes moyennes ont dit très clairement Toulouse est vraiment la force d'attractivité. Et on veut travailler. Alors, avec des conditions. C'est d'abord qu'on nous reconnaisse quand on a des spécificités et des excellences et qu'on crée des complémentarités, voire même des filières. Donc, tout cela est en train de se monter et montrer que cette métropole-là, elle peut servir à tout le monde à condition qu'on s'entende tous pour le faire à la fois progresser, mais aussi cette notion de redistribution. Voilà, le deuxième thème sur lequel nous souhaiterions vous interroger, Pierre Cohen, c'est la sécurité. On va essayer de le faire là aussi en 20 minutes. Alors, on va parler donc sécurité. On a l'impression que c'est presque le cheval de bataille de votre principal opposant. Il a d'ailleurs fait venir Christian Estrosi il n'y a pas si longtemps à Toulouse pour aborder cette thématique et faire partager l'expérience niçoise. La question c'est, est-ce que vous, c'est votre priorité ou une de vos priorités? Parce que Jean-Luc Moudenc a l'air de dire que ça l'est pas. Alors, je ne réagis pas à mon opposant. Ce qui est sûr, c'est que dans 5-6 mois, on parlera tout à l'heure de campagne, dans 5-6 mois, on va être dans la campagne et je serai assez lucide pour faire le bilan de ce que l'on a fait et de ce qui a été fait. Moi, ce que je sais, ce qu'on a fait depuis janvier, et après on comparera par rapport à ce qui a été fait, et c'est pas encore mon propos parce que sinon je serai en campagne. Je sais ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est que quand on est arrivé ici, il n'y avait pas les outils à Toulouse de prévention de la délinquance. Il n'y avait pas de CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il a fallu que je le monte. Il n'y avait pas de cellule de veille pour être très au clair sur ce qui se passe, être je dirais, alerté et voir avec des professionnels, que ce soit les professionnels de la mairie, mais les professionnels de la police, les professionnels de la justice, pour savoir comment réagir. Enfin, nous avons monté quelque chose qui est très original, qui est assez unique en France, cet office de la tranquillité qui fait que tout citoyen peut téléphoner. On a toujours dit que c'était pas la réponse, c'est un moyen de savoir en temps réel tout ce qui se passe partout. Et je peux vous dire que ceci a énormément servi à créer des diagnostics territoriaux. Alors, évidemment, je suis toujours dans la discussion pour savoir si on fait que parler, sauf que parler, non. Parce que ça nous a amené à réfléchir sur la place de tous les dispositifs pour répondre dans le cadre de nos compétences. Parce que là aussi, il faut faire le point. Qui a la compétence de quoi? Moi, depuis longtemps, puisque je travaille sur la prévention de la délinquance depuis à peu près une vingtaine d'années, j'ai toujours dit que les collectivités ont une responsabilité de coproduction de sécurité. Donc ça veut dire qu'on ne se défausse pas. Mais on n'a pas la responsabilité de la police nationale, on n'a pas la responsabilité de la justice. On a la responsabilité de voir comment, par rapport à la façon dont les dysfonctionnements dans la cité peuvent nous amener, dans le cadre de nos compétences, à être en prévention, donc éviter les choses. La prévention, c'est essayer de les éviter, mais aussi d'être producteur de sécurité, de tranquillité publique. Donc nous avons réfléchi sur un certain nombre de sujets. Alors, ça passe par des aménagements, ça passe sur la façon de travailler auprès des publics, en particulier dans le cadre des services jeunes que l'on a mis en place, je dirais, de manière très pointue. Mais c'est aussi des problématiques qui nous ont amenés à travailler sur les caméras. Les caméras, on a fait un débat de niveau national à Toulouse. On a créé une commission des libertés publiques et aujourd'hui, on a passé en analyse, la plupart des endroits qui nous semblaient être, je dirais, où les caméras de la part des populations ou d'un certain nombre d'interlocuteurs leur semblaient primordiales. Alors on a eu des réponses. Il y a des endroits comme par exemple Pargaminière nous a semblé important. Pourquoi? Parce que Pargaminière, même si on est parti sur un aménagement de la rue, eh bien il nous semblait qu'elle était un territoire, je dirais, extrêmement compliqué à prévenir, à accompagner. C'est une rue qui est très facilement, je dirais, une souricière. C'est un endroit où il y a eu beaucoup de gens qui se sont montés, qui vendaient de l'alcool très tard, qui prenaient le relais des bars de Saint-Pierre, et donc il y avait, je dirais, un certain nombre de prédateurs qui utilisaient, enfin, le fait que des jeunes affaiblis par l'alcool ou autres, étaient des véritables victimes potentielles. Donc là, on a considéré qu'il fallait accompagner.
Par contre, le débat nous semble pas être du même registre, même si nous sommes très soucieux et nous avons lancé un véritable débat d'aménagement à Arnaud Bernard. Parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, la place, la mobilisation des acteurs, la façon dont l'endroit peut être encore, je dirais, dans ce que j'appelle le droit commun, eh bien, on peut avoir une façon de réagir sans obligatoirement avoir des caméras. Et on a aussi fait des propositions de mettre des caméras à place d'Esbal, dans un endroit où les dealers ont complètement pris, je dirais, la place en otage. Donc, nous avons énormément travaillé. Alors, évidemment, ce que je n'entends pas, c'est d'entendre dire qu'on n'a rien fait. On peut considérer qu'on n'a pas les mêmes visions de nos responsabilités. Et sachez quand même que j'ai, depuis 2 ans, je préside une réunion tous les 15 jours avec tous mes adjoints concernés et tous les directeurs concernés sur les problèmes de sécurité où nous avons réellement chaque fois le bilan de ce qui nous remonte. Donc ce qui veut dire que c'est ma préoccupation, mais depuis très longtemps, c'est quelque chose qui me semble... On ne peut pas parler de tranquillité et de qualité de vie si on n'a pas la sécurité. Mais il faut donner aussi le temps. Je pense que Manuel Valls est en train de marquer aussi une façon de faire progresser la sécurité. En ce qui nous concerne, il a quand même pris une position extrêmement intéressante, les zones de sécurité prioritaires. Pour moi, les zones de sécurité prioritaires, c'est de montrer qu'on ne va pas rester dans ces discours et ces palabres qui consistent à dire on voulait une police de proximité et les autres envoyer une police d'intervention. Aujourd'hui, à cet endroit-là, on est en train, avec le préfet, le procureur, régulièrement de parler exactement ce qui s'y passe. Et là, on en est au niveau des rues. Alors évidemment, il faut du temps, parce que la police n'a pas été structurée pour travailler dans la proximité, pour travailler, je dirais, dans la façon dont on peut faire la différence de lutter contre les délinquants et rassurer les populations. Et donc, il y a vraiment, je dirais, un travail qui se fait. Alors évidemment... ce sera un point important de la campagne. Alors on reviendra sur la vidéosurveillance un peu plus tard, mais tout d'abord une question. Il y a un vrai sentiment d'insécurité à Toulouse. Je veux dire, il y a notamment chez les étudiants et chez les étudiantes, il y a un sentiment d'insécurité. Et est-ce qu'il n'y a pas, de façon plus générale, vis-à-vis des policiers municipaux, vous les avez désarmés? Non, ils n'étaient pas armés. Vous les avez désarmés? Non, ils n'étaient pas armés. La nuit. Non. Oui, voilà. On les a sortis de la nuit. Oui. Non, mais vous les avez. Enfin, ils ne sont plus opérationnels la entre nuit, minuit et 2. Entre minuit et 2. Ils sont équipés de gilets pare-balles. Est-ce qu'il y a quand même pas un vrai problème à protéger des policiers qui ne peuvent pas se défendre? Parce que de facto, ils ne sont pas armés, on est d'accord, mais ils ne sont équipés de gilets pare-balles. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dedans? Non, alors pas du tout, puisque c'est un débat national qui a tout le temps été réglé, à part des incantations sur l'ambiguïté qu'on peut cultiver sur le rôle des policiers municipaux par rapport à la police nationale. Si vous regardez réellement la police municipale, elle n'a pas les mêmes compétences que la police nationale. Donc, ce qui veut dire qu'elle ne doit pas se trouver dans des situations, je dirais, qui les mettent en danger. Et c'est vrai, regardez toute la France, c'est-à-dire à part Nice, et c'est pas par hasard d'ailleurs qu'il a fait venir Estrosi, et peut-être quelques communes, la plupart des communes, les policiers municipaux arrêtent à 10 heures, voire au pire, je dirais les villes à minuit. Donc ce qui veut dire que quand on a fait cette analyse, eh bien c'était de dire attention, et j'ai trouvé une charte, une convention avec la police nationale qui était extrêmement ambiguë. Ça veut dire qu'à la fin, eh bien, un policier municipal doit faire la même chose qu'un policier national. Ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas les mêmes compétences. Il y a eu ce débat encore il n'y a pas longtemps, et même sous Sarkozy, qui avait essayé, je dirais peut-être d'être plus allant dans le domaine, a été obligé de reculer parce que tous les maires, même de droite ou de gauche, ne veulent pas être des shérifs. Ils considèrent qu'aujourd'hui, la responsabilité de la sécurité, c'est la police nationale. C'est un directeur, c'est un préfet. Nous avons la responsabilité d'accompagner, d'avoir des missions. Et donc, ça veut dire que oui, les protéger, c'est normal parce que, vous l'avez déjà vu, il y a eu une fois une policière municipale qui, dans le cadre d'un barrage, s'est fait tuer. Bon, donc ça veut dire que la protéger, mais leur mettre des armes, c'est les mettre dans des conditions de ce qu'est le rôle de la police nationale. Donc, là, il y a une divergence de point de vue. Après, le problème de l'insécurité, vous savez...
on peut pas nier qu'il y a un certain nombre de phénomènes, mais il faut regarder exactement ce qui se passe. Et aujourd'hui, eh bien, moi, je suis prêt à tout moment de faire le bilan dans la ville de Toulouse et de vous dire qu'il n'y a pas pire ou il n'y a pas plus qu'avant d'abord et que ailleurs. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'il faut se défausser. C'est pas pour ça qu'il faut pas se pencher. Quand moi, je pense, par exemple, que autour de la fête, un nombre de jeunes étudiants peuvent être, je dirais, l'objet de prédateurs parce qu'ils ont un peu bu ou parce qu'ils sont fragiles. Eh bien, ça nous préoccupe. Ça, on le regarde très précisément. Mais sinon, non, la responsabilité. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à demander à la police nationale. Et alors plus maintenant, parce que maintenant, on pourrait dire qu'ils sont aux ordres de valse. Mais sauf que vous avez qu'à regarder les déclarations des directeurs de la police avant l'arrivée de François Hollande. Je peux vous dire qu'ils ont considéré que depuis 3 ans, le nouveau directeur a toujours travaillé en grande harmonie avec le rôle de chacun et une véritable coopération et coproduction. Mais j'entends tout ce que vous dites, mais le délinquant va pas faire de différence entre le policier municipal et le policier la police nationale. Je veux dire, ils ne sont pas dans les mêmes conditions. Pour le délinquant, que ce soit un criminel de droit commun ou un criminel un peu plus chevronné, il ne fait aucune distinction quand il est face à un policier, que le policier soit de la BAC, que ce soit un CRS ou que ce soit un policier municipal. Et, attendez, vous me parlez de quelle situation ? D'être en face. C'est-à-dire que si, par exemple, vous les mettez dans des situations entre minuit et 2 heures, ou dans la nuit, où, je dirais, l'évolution de la nuit est préoccupante, eh bien, nous avons préféré être dans des moments où je dirais la tranquillité et où l'ordre public est plus à la hauteur des missions de la police municipale que d'être dans les moments où là l'intervention de la BAC qui est formée pour ça. La BAC elle est faite pour intervenir même de manière rude et je dirais autoritaire, alors que les policiers municipaux, dans ces moments-là, si vous les mettez, je dirais, à la disposition de la tranquillité publique, eh bien vous les mettez dans une position qui n'est pas leur rôle. Alors je sais que nous avons, avec un certain nombre de syndicats de policiers nationaux, des divergences de point de vue, sauf que ce que je vois, c'est que ce débat, on le met toujours en mousse sur le plan local, sauf que national, il est toujours réglé, quels que soient les gouvernements. Parce que les gouvernements de gauche ou de droite ont compris qu'il y avait une très grave erreur à commettre, une confusion entre les deux, ou alors, eh bien, tout le débat qu'il y a, parce que Nicolas Sarkozy avait essayé de lancer ce débat, de voir comment les maires pouvaient être responsables de la sécurité, je peux vous dire que ça a été unanime, hein. Il n'y a aucun maire de gauche ou de droite qui a voulu la responsabilité de la sécurité au sens police et pourquoi pas justice, parce que alors là, je crois que c'est la République qui est en danger. Bien sûr. On va revenir si vous me permettez, sur la vidéosurveillance. Vous l'avez déjà développé. Toulouse aujourd'hui a moins de caméras qu'une ville comme Tournefeuille. Il y a des caméras qui ont été, donc la commission que vous citez, ils ont voté, je crois, 6 caméras sur la voie publique, ce qui est relativement faible. Ça en fait 17 en tout à Toulouse aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas dans une posture assez dogmatique qui va à l'encontre de à peu près ce que tous les experts concèdent, à savoir que la vidéosurveillance n'est pas la panacée, mais qu'au minimum, elle ne fait que déplacer la criminalité, et donc en jouant intelligemment sur les caméras, on pourrait organiser la criminalité. Parce que quand vous parlez de mettre une caméra rue Pargaminière, effectivement, rue Pargaminière, il y aura moins de crimes, il y aura moins de délits, mais ça ne fait que la déplacer dans les rues adjacentes où il n'y a pas de... Mais écoutez, vous savez, j'ai même pas besoin d'intervenir. Oui, vous avez la généraliser. Non, mais c'est même. Je vais reprendre vos propos et vous montrer que vous donnez exactement la réponse. Il faut la généraliser. Non. Alors, attendez. Alors là, ça veut dire, prenez le problème des deals. Si je vous suis, et je partage complètement votre point de vue, eh bien, ça veut dire qu'il faut une caméra à chaque coin de rue. Parce que le problème, c'est que vous êtes plus alors dans 10, 100 caméras, vous êtes dans des milliers de caméras. Parce que vous avez raison, si vous voulez être vu par tout le monde, ça veut dire qu'il faut une ville où il n'y a plus un angle mort, je dirais, des caméras. Donc, vous m'avez donné la réponse. Mais je vais quand même prolonger. Parce que le problème des caméras, il règle très peu le problème de prévention. C'est-à-dire qu'il évite rarement les phénomènes. Ils servent à quelque chose, c'est à résoudre après les cas. Je crois que malheureusement, ce qui s'est passé au
au marathon de Norvège montre que les deux jeunes à visage découvert ont fait et ça n'a pas évité et ça par contre ça a permis de résoudre. Alors quelle différence entre une ville comme Tournefeuille ou autre c'est que nous avons à Toulouse 1600 caméras dans le cadre des transports. Et aujourd'hui, et vous avez raison, quel est ce qui est nécessaire en termes de caméras? C'est tout ce qui permet pour résoudre surtout, de régler les problèmes de mobilité et de déplacement. Donc à Toulouse, je peux vous garantir qu'on n'a pas eu peur de voter encore 800 caméras, et même aux abords de l'entrée, parce que celles-là, d'abord elles sont très liées à l'antiterrorisme, et donc ça, on considère que c'est notre responsabilité. Et elles sont très liées pour résoudre aussi les solutions. Ça, donc, ce qui fait que... C'est une obligation législative. Comment? Ça, c'est une obligation. Les caméras dans les transports. Non, mais on n'est pas obligé d'en mettre 800, hein. Non, mais ça veut dire... La législative, c'est de mettre des caméras, mais le réseau que l'on a mis en place, il est extrêmement efficace par rapport à ce que vous souhaitez. Non, mais moi, je pense que vous avez réellement donné la solution. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut passer... C'est ce qu'on fait dans le débat et il y a tous les groupes. Et vous savez, il n'y a pas autant de divergences quand on discute de fond et avec des associations, avec évidemment tous les groupes politiques. Quand on dit d'abord, il y a un problème à cet endroit-là, donc un diagnostic territorial. Ce qu'on a fait, on a à peu près une vingtaine de diagnostics territoriaux et les plus durs, on les a passés en commission de liberté publique. Eh bien, je peux vous dire que a priori, on regarde qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et graduellement, comme la caméra est quand même quelque chose qui est une atteinte à la liberté, on le prend que quand elle est la solution, parce que les autres solutions en amont ne peuvent pas répondre. Eh bien, par exemple, Arnaud Bernard, on a des divergences avec un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, vous mettez 3 caméras à Arnaud Bernard, les dealers qui sont là, ou ceux qui vendent, je dirais, des produits à la sauvette, eh bien, je peux vous dire qu'il suffit de se mettre en dehors du cône. Alors, vous rentrez dans quelle logique? De combien de caméras vous mettez dans la ville? Donc, comme vous l'avez dit, eh bien, ça ne fait que transférer. Si on en croit Jean-Luc Moundin, plus de 200, en tous les cas. Oui, mais lui, il a trouvé un chiffre comme ça. Enfin, il faudrait, vous savez, à un moment, je veux vous dire une chose. La prévention, la délinquance, elle a deux dérives. Celle de ne pas la regarder, ce qu'on a appelé le laxisme, et ça, je peux vous garantir qu'on peut pas. On fera un bilan, on n'est pas laxiste, au contraire. Et celle de jouer sur le sentiment. Alors, chacun ses responsabilités. Voilà, messieurs, monsieur le maire, je vous propose une pause musicale. On a voulu rendre hommage à Georges Moustaki. Ah, ça, c'est une bonne chose. Voilà, nous reprenons le cours de cette émission, ce grand plateau avec notre premier invité, Pierre Cohen, maire de Toulouse. Alors, j'ai cru comprendre que la campagne n'était pas lancée. J'allais dire que c'est quand même le 3e thème, la campagne municipale, messieurs. Ah ben si Pierre Cohen la lance pas, en tous les cas les médias la lancent. Oui, ça c'est vrai. Ben oui, Objectif News il y a quelques mois avait sorti un premier sondage où vous étiez passé à 57% au deuxième tour. Nous venons d'avoir cette semaine un deuxième sondage, cette fois-ci publié par la Dépêche du Midi, vous êtes à 52% au second tour. Est-ce qu'après ces deux sondages, vous vous considérez toujours pas en campagne? C'est-à-dire, souvent, votre réponse est de dire « je suis dans l'action, pas en campagne ». Oui. Ça continue. Bien sûr, parce que la campagne électorale, bon, et je peux comprendre que mes opposants, d'abord, il faut qu'ils arrivent à rassembler. À s'entendre, déjà. Exactement. C'est plus juste. C'est plus juste. C'est plus juste. Je voulais pas être mesquin, mais c'est plus juste. Mais le problème, il est de dire que une campagne électorale, c'est un temps... très précis, c'est quand même les 2 ou 3 mois où on commence réellement à la fois à faire des propositions. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a donné du sens, on a mis des actions qui s'inscrivent dans le temps. On a parlé du transport, on voit bien que l'idée que l'on a, c'est sur la place d'un plan de déplacement urbain avec des choses fortes. Et là, il y aura des divergences. Et il y a des divergences. Si on prend la façon, le PLU et la façon de construire l'avenir de Toulouse, il y a une responsabilité qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire on ne construit plus au fil de l'eau. On peut plus construire à 50 km. C'est tout le monde, ça. C'est des dispositifs nationaux. C'est le schéma de cohérence territoriale. C'est pratiquement les orientations des PLU. Et puis, dire, la ville de Toulouse, elle se débarrasse et elle continue à laisser, je dirais, les autres,
réagir ou en tout cas agir. Donc ce qui fait que tout ça, c'est une conception de la ville et on aura projet contre projet, programme contre programme. Et donc je peux pas dire que je sois en campagne puisque l'idée c'est de bien construire à la fois ce qu'on a fait, ce que l'on relève comme défi en jeu et de le situer aussi dans un débat beaucoup plus large. Voilà. Alors, donc après, la campagne électorale, elle est mais alors, il y a 3 ans, c'était pareil. C'est-à-dire que on est toujours dans des comparaisons. Le nombre de fois où un certain nombre de gens me posent une question à travers ce qu'a pu dire mon opposant. Bon, évidemment, alors il y a des fois où ça participe au débat, des fois je considère que ça devient un peu, je dirais, au niveau de la cour de maternelle. Donc, en ce qui me concerne, nous avons beaucoup entrepris. On a vraiment fait bouger la ville. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on est dans le vrai, si les ennuis ou les nuisances qu'on a causées, elles valaient la peine parce qu'il y a vraiment un sens à donner. Moi, quand je vois des chantiers comme par exemple la refonte forte des quartiers et en particulier du grand projet de ville, quand je vois la façon dont avec Bousquet on donne enfin, alors que la plupart des villes ont commencé il y a 20 ans, je dirais une vision de ce que peut être le rôle de la centralité, quand on a un travail depuis 3 ans autour et l'achat de foncier par rapport à l'enjeu de la gare LGV avec Matabio, quand on donne je dirais le PDU, le PLU, eh bien ça veut dire qu'il y a des réponses et ça on sera dans le temps de la campagne à partir de octobre. Alors, et puis en plus, je vous rappelle que je ne serai désigné pour le Parti Socialiste qu'en octobre. Si je suis désigné. Voilà, fin octobre, les militants début octobre voteront et il y aura une validation par le Parti Socialiste quelques semaines après. Ah ben ça c'est nos statuts. Alors, il n'y aura pas de primaire puisqu'on considère que là où il y a les sortants, a priori, il y a un débat purement entre les militants. Donc Pierre Cohen est déjà candidat. Alors, division à droite, vous en parliez, mais division à gauche aussi, monsieur le maire. Puisque Jean-Christophe Célin, l'un de vos élus dans votre majorité, a décidé de ne pas voter votre budget. Aujourd'hui, le Front de gauche est crédité à 10% justement dans le dernier sondage publié par la Dépêche du Midi. Dans le même temps, les écologistes, eux aussi, parlent d'une liste autonome. Alors, c'était presque un mythe jusqu'à présent, mais cette semaine, dans le journal toulousain, François Simon dit que c'est décidé. Il y aura liste autonome. Alors, le sujet, c'est est-ce qu'il y aura liste Front de gauche avec les Verts? Comment vous réagissez par rapport à tout ça? Je réagis par le fait que la gauche est plurielle, qu'elle a évidemment à la fois des légitimités à débattre devant les électeurs d'une manière dissociée. Elle a, et je crois avoir réussi, et ça a été quand même une bonne partie des raisons du succès d'il y a 5 ans, de mobiliser une vision commune et une dynamique commune. En ce qui me concerne, je suis sur cette position. Je considère que l'unité a toujours payé. Je crois avoir beaucoup de campagnes électorales dans mon expérience personnelle et je pense que l'unité est toujours payante. Maintenant, chacun prend ses responsabilités. Juste un petit mot pour le Front de gauche parce que je peux pas laisser quand même faire croire que aujourd'hui Jean-Christophe Célin, qui représente le parti de gauche, puisse, je dirais, s'approprier le Front de gauche quand on sait à Toulouse ce qu'est le Parti communiste, qui est une force importante dans dans ce front de gauche et avec aujourd'hui il n'y a pas de décision mais plutôt l'envie de travailler ensemble, de collaborer et de peut-être de faire liste unique. Donc en ce qui me concerne, c'est pour ça que tous ces sondages où on met des étiquettes qui donnent l'impression que ce que ça représente réellement n'est pas le cas, je me méfierais de faire des analyses. En ce qui me concerne, je prends l'unité, je considère qu'elle est payante et que c'est sur cette dynamique-là qu'on aura le plus de chances de gagner, mais si elle n'est pas le cas, nous avons un bilan important. D'ailleurs, un bilan qui sera quand même partagé par des gens qui voudront se dissocier. Et je rappelle à François Simon que la décision sera prise en courant juin pour les Verts. Oui, mais c'est pas un danger quand même, monsieur le maire, parce que quand on compare les 2 sondages qu'il y a déjà eu, on voit finalement qu'au premier tour, Jean-Luc Moudenc ne progresse pas tant que ça, mais que par contre, la frange gauche, donc les Verts et le Front de gauche, montent. Est-ce que c'est pas un danger pour vous le premier sondage, moi je l'ai dit, vous savez, alors je sais pas si c'était une période où j'avais, je sais pas, une image très positive, mais il était quand même très très positif. Quand vous faisiez la somme des gauches, ça ne faisait pas 57. Je n'imagine pas, enfin je sais pas ce qui peut se passer, mais je n'imagine pas faire 57. Donc le problème, c'est que aujourd'hui être dans une fourchette de 52 à 54 est quelque chose qui est quand même enthousiasmant.
Le fait que ça puisse diminuer, je ne le laisse pas, surtout que je ne sais pas quelles vont être les conséquences, je dirais, du positionnement national. Donc, moi, en ce qui me concerne, j'ai une voie tracée, j'ai un séquencement. Jusqu'à cet été, c'est le travail que l'on fait. Après, il y a tout le débat avec nos partenaires. Nous avons en interne à la fois la nomination et la création de listes que je mènerai si je suis désigné par le parti. Et après, à partir de décembre, une campagne électorale avec une configuration. Et là, évidemment, je commencerai à dire ce que j'en pense. Alors, une question finalement sur l'influence du national sur le local. Et est-ce que, vu l'impopularité croissante du gouvernement, est-ce que dans un an, vous risquez pas finalement de faire campagne mais malheureusement que vous soyez face à un vote sanction, non pas de votre politique, mais de la politique nationale? Alors, personne ne sait. Alors, moi, pas plus que les autres. Aujourd'hui, dans les sondages qui sont faits, je dirais pas que moi, puisque j'ai évidemment une connaissance de pas mal de sondages, parce que le Parti Socialiste ou d'autres font des sondages pour savoir un peu quelles sont les personnes les mieux eux-mêmes, ou alors voir s'il faut faire une véritable primaire ouverte. Vous savez, ce débat qui fait que comment on prépare au mieux les dynamiques dans les grandes villes en particulier. Et aujourd'hui, on n'entend pas réellement une adéquation forte entre évidemment l'aspect critique et je dirais un peu dur qu'il y a vis-à-vis du gouvernement et du président de la République par rapport à ces sondages, à ces votes vis-à-vis des élus locaux. Deuxièmement, moi je fais partie de ceux qui soutiennent ce gouvernement, et je peux vous dire que évidemment je pense que d'abord nous sommes dans un cas sans précédent. C'est la première fois j'ai connu, sauf si on remonte après au Front Populaire ou à d'autres, mais depuis la Ve République, c'est la première fois où nous avons été majoritaires, soit par un président de la République ou par la majorité de Lionel Jospin à l'Assemblée nationale, où il y a je dirais une partie non négligeable des responsables politiques qui, un mois après l'élection, se mettent dans l'opposition. C'est la première fois. C'est pour cela que tout le temps, que ce soit 81, 88, c'était spécial, mais aussi 97, il y a toujours eu pendant 2 ans, 3 ans, je dirais un travail qui a amené après une certaine divergence, divorce, qui a amené, après des campagnes plus ou moins difficiles. Celle de 2002, pas difficile, mais ça a été catastrophique, et celle de 86 ou 93, où là, c'était catastrophique dans tous les sens, même la campagne. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, dès juillet l'année dernière, un mois après les législatives, vous aviez toute la presse, vous aviez une bonne partie de la gauche, et vous aviez évidemment toute la droite qui avait besoin de se redonner, je dirais, une petite dorure par rapport à la situation catastrophique dans laquelle ils avaient mis la France. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, oui, nous sommes dans une situation paradoxale où on est, les 30%, c'est le noyau des gens qui soutiennent le Parti Socialiste. Donc, faut pas être étonné qu'un François Hollande soit autour de 29-30%, parce que c'est à peu près ce que fait, dans les meilleurs moments, le Parti Socialiste. Donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'orientations, on n'est pas là pour ça, mais évidemment, d'ici un an, ce qui est important, c'est que les signaux que promettent François Hollande arrivent, en particulier sur l'emploi. En ce qui nous concerne, nous avons quand même, pour la première fois, des dispositifs nationaux qui nous permettent de nous engager dans l'emploi, par rapport à des endroits où il y a des poches de chômage de 40 à 50%, je parle des quartiers. On a la possibilité de créer, je dirais, des dynamiques avec les entreprises. C'est la première fois, ça manquait, donc c'est important pour nous, évidemment, de jouer le jeu. Parce que certains partis au national, quand même, au local, bénéficient de l'aura nationale. Quand on voit que le Front National à Toulouse est crédité dans le dernier sondage d'environ 10%, c'est quand moins même de 10, oui. Un petit peu moins de 10, mais c'est quand même effrayant. Oui, le Front National a toujours fait quand même dans les 7%. Donc là, aujourd'hui, il y a quand même fait une période... vous savez, un sondage, c'est la température à un instant T. Aujourd'hui, on est face à une situation où on ne peut pas nier qu'il y a, et le leader de l'UMP local, qui est mon opposant, a fait ce choix avec Nicolas Sarkozy pendant la campagne, avec M. Copé, d'être, je dirais, en convergence avec un certain nombre de valeurs de l'extrême droite. Aujourd'hui, autour de la tension qu'il y a autour du mariage pour tous, exacerbe. Donc, ce qui veut dire que...
la leader du Front National, avec son rôle de banalisation de ce qu'elle est, pour faire oublier évidemment toutes les valeurs, je dirais, extrêmes de ce que ça représente, parce qu'elle peut se dissocier par rapport à son père, mais je dirais, le fond idéologique du Front National est le même. Donc, ce qui veut dire, c'est la xénophobie, c'est le rejet, c'est la préférence nationale, il y a quand même un certain nombre, le non à l'Europe. Donc cela, eh bien oui, vous avez raison, ça met en avant. Mais on résiste quand même bien, et c'est pour ça que ça sera très important que l'on continue à résister, parce que c'était une de nos fiertés quand même, indépendamment du vote gauche-droite, c'est que à Toulouse, on n'était pas quand même, Toulouse, et je dirais les grandes villes, parce que c'est quand même en règle générale l'analyse que l'on fait, les grandes villes avaient quand même bien résisté par rapport à d'autres territoires qui ont été quand même, je dirais, aux dernières élections, à certains endroits, une grosse surprise. Oui, monsieur le maire, juste pour revenir sur la question de Marc, finalement, est-ce que le dernier sondage, c'est pas, pour le reprendre, le national qui vous a plombé, tout simplement? Parce que les bouchons, les travaux, etc., ils existaient du temps du premier sondage. Est-ce que c'est pas une explication de la baisse? Je n'ai pas, je ne veux pas rentrer dans l'explication des sondages, donc j'ai considéré que le premier sondage était démesuré par rapport à ce que je pense. Donc, ce qui veut dire que là, on est beaucoup plus proche de la réalité. Donc, en ce qui me concerne, je ne crois pas être dans une situation. Parce que, quand même, beaucoup de journaux ont eu la lucidité de rappeler que, il y a 5 ans, je ne faisais que 1000 voix. C'est-à-dire que j'ai gagné qu'avec, je dirais, un très très court. Donc, aujourd'hui, je ne dis pas, mais si, par exemple, les élections étaient demain et si j'avais un résultat de 52%, je dirais que, écoutez, d'abord, je serais ravi, parce que ce qui compte, c'est aussi de montrer que ce que l'on a fait a été reconnu majoritairement. Et puis, deuxièmement, c'est quand même aussi renforcer, je dirais, sa majorité, au sens par rapport à ce que j'ai connu il y a 5 ans. Donc, non, moi, je pense qu'aujourd'hui, alors, je ne sais pas, dans la part de sondage, quelle est la part de quelqu'un qui en a marre des chantiers ou de quelqu'un qui en a marre du fait que il a l'impression d'avoir été, je dirais, pas obligatoirement suivi ou que les raisons pour lesquelles il a voté François Hollande ne se retrouvent pas. Ça, je ne sais pas le faire. Enfin, en tout cas, peut-être des gens le savent. Sauf que moi, ce que je regarde, c'est qu'aujourd'hui, ça ne décroche pas par rapport à l'image nationale. Dans toutes les villes, je ne parle pas de Toulouse. Donc, je considère qu'aujourd'hui, on est quand même dans un débat local. Mais dans 6 mois, peut-être que les choses vont être beaucoup plus graves ou mieux. Et auquel cas, c'est peut-être une nouvelle dynamique qui se créera. Moi, en ce qui me concerne, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que ce que l'on a fait est dans la responsabilité de ce que doit devenir Toulouse et son agglomération dans les années à venir. On a les années 80, et là je ne parle pas des années toulousaines, les années 80 ont engendré énormément de dysfonctionnements dans les villes. La façon d'habiter, la façon de créer un peu, du lien et de la responsabilité que l'on a pour à la fois se respecter, se connaître, de vivre ensemble. Donc nous, on le dira, sur le plan culturel, on a énormément développé. Alors évidemment, il n'y a pas des grands équipements, mais on a créé, toute une série de thématiques qui créent à la fois de la vie dans l'espace public, mais qui se déclinent tout au long de l'année dans tous les territoires. Donc on va parler d'éducation, où on a quand même relevé un défi qui était quand même assez inacceptable, que dans une ville comme Toulouse, dont son ADN, c'est la connaissance, puisse ne pas être au rendez-vous, d'avoir au moins des écoles dignes et à la hauteur, d'être, avec Payon, dans le débat de ce qu'est une vie d'éducatrice, c'est-à-dire d'être responsable, d'être co-éducateur. Quand vous avez, en tant que maire, la responsabilité d'avoir des enfants sous votre responsabilité, presque autant que l'école tout cumulé, entre le matin, le midi 2 et le soir, et les centres de loisirs pour beaucoup d'enfants, ça veut dire que vous n'êtes pas un lieu d'accueil. Vous n'êtes pas là que pour soulager les parents. Vous êtes là aussi pour rentrer dans ce qu'on appelle l'éducation. Donc tout cela, c'est quelque chose qui, évidemment, change. Et l'avantage aussi, c'est que beaucoup de sujets, les ZSP, j'ai évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup de sujets qui rentrent en résonance avec la politique gouvernementale. C'est pour ça que ça sera intéressant de montrer qu'est-ce qu'on a vécu pendant 5 ans. L'AMI nous a reconnu
territoire expérimental pour la politique de la ville. On a attendu pendant 4 ans le renouvellement des contrats de ville sur la politique de la ville. On a des emplois francs. Ça va être quelque chose qui va essayer de répondre à des jeunes qui sont à 50% de chômage dans les quartiers. Voilà, donc on a quand même un certain nombre de sujets majeurs. Et je crois que ce sera là la campagne électorale. Alors pour terminer, Pierre Cohen, votre agenda s'est allégé d'une date. Samedi prochain, vous ne serez pas au Stade de France. Malheureusement. J'allais dire comme d'habitude, comme les 2 années précédentes. Un regret peut-être cette défaite du Stade toulousain. Beaucoup de regrets. Enfin, la seule chose qu'on peut dire, c'est que si on est objectif, je crois qu'on méritait pas. C'est le reflet de la saison. D'abord, le reflet de la saison, ça, certains le disent, et puis je pense qu'il y a quand même eu des moments un peu compliqués avec, on sait, cette histoire de prendre nos internationaux et des arguments justes et légitimes que met en avant Guinoves. Mais sur le match en tant que tel, c'est vraiment une machine, quoi. C'est-à-dire que quand on voit pendant une mi-temps bien tenir et puis jouer, et puis la deuxième mi-temps, c'est tellement un bloc de béton que je crois qu'on peut difficilement leur en vouloir. Mais bon, je crois que j'ai bien aimé le titre de la Dépêche. On les aime quand même parce que quand même c'est des bons joueurs, des beaux joueurs, et c'est une belle équipe. Donc on pensera à la saison prochaine. Voilà. Et on soutiendra Castres. Tout à fait. Et nous, on pensera à la saison prochaine quand on redémarrera cette émission en début d'année. Je veux dire, au mois de septembre pour ce qui sera les élections municipales. Merci Pierre Cohen d'avoir participé à cette première émission, Le Grand Plateau, dont je rappelle à nos amis auditeurs qui pourront en retrouver la retranscription sur le Journal Toulousain, la réécouter sur Radio Colavive et naturellement la revoir, puisque tout ceci a été enregistré, sur le site du Journal Toulousain Web TV. Merci Pierre Cohen. Merci à vous.